OTEP, chers amis, nous sommes vendredi et je m'en vais comme ça procéder à la séance réponse aux questions. Alors, si vous constatez durant cet épisode que j'ai pas répondu à votre question, veuillez la réitérer. Peut-être j'ai pas bien compris le sens, veuillez la réitérer et ça me ferait plaisir. Et j'ai dit toujours, laissez vos questions sur les dernières vidéos. Vous pouvez déposer en bas de la vidéo euh, qui vous intéresse. Si vous avez une question sur une vidéo, vous pouvez déposer la question en bas. Ou alors, vous allez tout simplement, peu importe le titre, déposer juste sur la dernière vidéo. Et donc la vidéo du jeudi ou du mercredi. Et je me ferai un plaisir de répondre à cette question le vendredi. Alors, la première question que nous avons, le frère demande qu'est-ce que symbolise l'arc-en-ciel. Et il y a souvent, il rappelle ici qu'il y a souvent des événements où on voit l'arc-en-ciel qui sort après la pluie. Et aussi à l'ouest du Cameroun, on a beaucoup vu ça. Dans certains endroits aussi d'Afrique où il y a un arc-en-ciel autour du soleil. L'arc-en-ciel symbolise une alliance. L'arc-en-ciel symbolise aussi, c'est un message très fort. Surtout, on l'a constaté aussi quand il y avait, chez nous à l'ouest du Cameroun, je parle de la tribu que je connais bien, et dans certaines zones d'Afrique aussi et dans le monde, quand des grandes armes partaient. On l'a constaté quand des grands chefs, des chefs puissants, quand ils s'en allaient, on constatait une présence d'arc-en-ciel après la pluie. Il y avait une pluie douce. Il y avait une pluie douce. Après la pluie douce, on voyait l'arc-en-ciel autour du soleil. Ça veut dire que là, c'est un Dieu qui s'en est allé. Ça veut dire que c'est une très grande âme. Ça veut dire que c'est quelqu'un de très spécial qui part, dont l'univers même reconnaît le départ de la personne. Elle reconnaît l'empreinte que la personne a laissée. Donc l'arc-en-ciel, c'est un message de l'univers pour renvoyer au fait que il y a une grande âme qui est passée, mais aussi qu'il y a des portails multidimensionnels qui sont ouverts justement pour que cette âme passe. Donc voilà un peu la symbolique de l'arc-en-ciel. Dans certaines cultures, on vous dira que l'arc-en-ciel renvoie à la vouivre, qui est une forme de dragon. On vous dira que l'arc-en-ciel renvoie aussi aux sirènes. Donc ça va dépendre de la culture. Mais tout simplement, l'arc-en-ciel, c'est un message fort de l'univers pour signaler qu'un portail est ouvert ou alors qu'il y a une âme spéciale qui s'en va. Dans tous les cas, il y a quelque chose de très spécial qui se passe quand vous voyez l'arc-en-ciel qui sort, que ce soit dans le ciel, que ce soit autour du soleil. Mais aussi, il y a des endroits où on va trouver des formes d'arc-en-ciel aussi, comme des chutes d'eau, au niveau des chutes d'eau. Et les initiés savent que les chutes d'eau, c'est des portails. Hein, c'est des portails multidimensionnels vers d'autres univers. Et ça permet de se connecter à d'autres univers. Voilà. Alors, question suivante, c'est un frère qui fait comprendre que après avoir fait les analyses mystiques, les scanners et tout ça, avec des mystiques, on lui a fait comprendre qu'il a deux ombres. Est-ce que c'est possible? C'est possible que quelqu'un ait deux ombres dans le sens où la personne a en fait deux personnalités. C'est un peu comme s'il y avait deux âmes dans un corps. C'est un peu comme si la personne était deux en fait au niveau de l'âme. Et il est naturel que la personne puisse avoir des troubles de comportement, des troubles énergétiques parce que les choses c'est en deux. Hein, si quelqu'un a deux personnes en lui, un jour il sera chaud, demain il sera froid, un jour, et voilà, donc voilà un peu ce que ça symbolise. Alors, que faire dans ce type de cas? Dans ce type de cas, tout simplement, il faut avoir recours au service d'un haut initié ou alors il faut se faire initier. Parce que là, maintenant, il faut remonter avant l'incarnation de la personne. Quelle est la mission de vie et
disons, qu'est-ce que la personne était supposée faire, comment est-ce que la personne devait venir et comment est-ce que la personne devait être assistée. Vous savez, à la base, nous sommes des êtres spirituels faisant des expériences humaines. Et donc, dans ce cas, on va dire qu'il y a deux êtres spirituels qui sont entrés dans un même corps. Et là, il va falloir une initiation pour pouvoir aligner et pour que la personne puisse s'identifier, c'est-à-dire pour qu'il puisse avoir une âme dans un corps. Voilà, donc ici il faut passer par l'initiation ou recourir au service au initié qui pourra faire ce voyage à travers le temps et l'espace pour pouvoir fixer les choses. Question suivante. Quelle est la différence entre l'œil mystique et le troisième œil? Le troisième œil et l'œil mystique, il n'y a pas de différence, c'est la même chose. Troisième œil mystique, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Et voilà, il n'y a pas de différence. Le troisième œil, on va dire, c'est voici les deux yeux. Il y a le troisième, l'autre on va appeler le premier œil parce que celui-ci commence à fonctionner avant les deux autres. Quand l'enfant naît avec les yeux fermés, le troisième œil fonctionne déjà très bien. Il a les yeux fermés, mais il voit tout ce qui se passe, il entend ce qui se passe, donc ça fonctionne déjà bien. C'est après ça que les yeux physiques vont s'ouvrir. Et on peut aussi appeler ça, on appelle ça l'œil mystique parce que c'est cet œil-là. Il y a l'œil physique qui voit dans le physique et l'œil mystique qui voit dans le mystique. Donc, troisième œil et œil mystique, c'est pareil. Quelle est la différence qu'il y a entre un sorcier et un initié? Et si la personne veut dire, en fait, quelle est la différence entre celui qui fait de la sorcellerie, donc celui qui utilise la science, les sciences magiques ou les sciences mystiques pour faire du mal, et celui qui va utiliser les sciences mystiques pour faire du bien. C'est ce que la personne veut par là dire. Mais techniquement, comme je l'ai dit dans mon livre, et comme je le dis toujours, techniquement, entre le sorcier et l'initié, il n'y a pas de différence. La différence n'est qu'au niveau de la finalité et au niveau de l'usage des fréquences, au niveau des branchements. Le sorcier, c'est d'abord un initié, c'est-à-dire qu'il s'est sorti de son corps, il sait utiliser les lois de la nature, il sait comment le corps est structuré énergétiquement, il sait où toucher pour que ça fasse mal, il sait comment bloquer tel champ énergétique, il sait comment provoquer des maladies dans les personnes, comment perturber la vie des personnes. Il a étudié cette science-là. L'initié, ici on va dire qui est l'opposé du sorcier, mais techniquement, comme je dis, les deux sont d'abord initiés à quelque chose, les deux ont appris quelque chose. Donc, celui qui est dans le deuxième cas, lui, il a appris ces sciences, il a appris également l'anatomie du corps humain, il a appris comment fonctionne l'humain au niveau énergétique, il a appris il a appris les lois spirituelles et autres. Donc, au niveau technique, les deux sont pareils. Les deux savent comment sortir de leur corps. Ils savent comment intervenir dans les visibles. Ils savent comment modifier les événements. Ils savent comment créer les événements. Le sorcier et l'initié, les deux le savent. Mais la seule différence va être au niveau de la finalité et au niveau des branchements fréquentiels. Celui qui est donc considéré comme un sorcier, qui va utiliser les sciences mystiques pour faire du mal et autres, il est branché à des fréquences nocives. Et c'est une maladie en fait, il est branché à des fréquences nocives et va utiliser ces énergies-là auxquelles il a accès dans ces fréquences pour faire du mal à autrui. Ou alors, il va utiliser tout simplement ses propres capacités pour faire, capacités spirituelles pour faire du mal à autrui. Tandis que l'autre, l'opposé, que ce soit un ganga, que ce soit un prêtre ou bien un prêtre kamite ou bien autre, lui, ce qui est dans l'opposé en tout cas, qui est aussi initié, lui va utiliser ses connaissances pour pouvoir, quand il va sortir de son corps, ce sera pour aller guérir, pas comme l'autre qui sort de son corps pour aller détruire. Quand il va travailler sur les corps des gens, ce sera pour enlever ce qui est émis, ainsi de suite. C'est pourquoi on dit souvent que un bon ganga, c'est aussi un bon sorcier. Il faut dire que celui qui sait soigner, c'est aussi créer des maladies. Parce que si vous ne pouvez pas dire que vous pouvez soigner des maladies, si vous ne savez pas comment ces maladies sont insérées. Donc, si vous n'êtes pas capable de guérir, si vous n'êtes pas capable de lancer des sorts, vous ne pouvez pas enlever des sorts. C'est clair. Alors, le jeune frère qui dit là qu'il aimerait aller se faire initier au village, mais il a peur. Mais s'il a peur, qu'il ne le fasse pas. Si vous avez peur, ça veut dire que
votre âme ne valide pas cela. Il faut parfois écouter votre cœur. Parce que ce n'est pas parce que vous avez vu, on a attaché des trucs sur le cou, on parle de votre tradition, ils marchent avec des statuettes, ils portent des tissus de votre village et tout, que vous allez les faire confiance. C'est pas ça. Parce que de nos jours, c'est devenu très compliqué. Vous allez voir des gens, le matin, ils sont avec vous dans la tradition, la nuit, on les retrouve dans les loges ou dans les cimetières en train de faire des rituels pas possibles, dans les groupes de partout et autres, donc il faut faire très attention. Quand vous allez vous faire initier par quelqu'un, il vous connecte avec ce à quoi il est connecté. Naturellement, il le fait. Donc, si c'est quelqu'un qui est connecté à des fréquences iséphétiques, même si vous parlez des choses positives, il va vous connecter à des fréquences iséphétiques. Vous allez vous retrouver dans la merde. C'est pourquoi je dis toujours, avant d'aller vous faire initier dans vos villages, faites d'abord une auto-formation, ou faites d'abord des recherches, faites d'abord des initiations ailleurs. Quand vous serez prêt, vous irez dans vos villages. Faites des initiations où vous serez sans contrôle, où on va vous apprendre à vous auto-développer avec juste un petit suivi. Et quand vous allez sentir que vous avez développé cette faculté, au moins cette faculté extrasensorielle, au moins déjà le troisième œil qui fonctionne mieux, au moins déjà vous êtes capable de ressentir, interpréter les énergies. Alors là, vous pouvez donc aller vous faire initier au village. Parce que là, quand vous irez au village, vous serez capable, même si ceux qui sont là ne veulent pas vous donner des clés, vous serez capable d'entrer en contact avec les esprits qui y sont et bénéficier de ce que vous voulez. Même les enseignements que vous avez besoin, même les techniques dont vous avez besoin, les esprits qui sont dans vos villages sont capables de vous les enseigner si vous savez comment entrer en contact avec eux. Vous n'avez pas besoin d'intermédiaire. C'est pourquoi il faut d'abord se former avant d'aller vous frotter dans les villages. Il y a des cas où vous partez dans des villages, ceux qui doivent vous initier viennent plutôt pour voler vos changes, pour gâter votre vie, parce qu'on vous met des choses pas possibles dans le corps, et ça va aller vous détruire votre vie. Vous allez vous retrouver quand vous rentrez en Europe. Vous êtes en Europe, vous êtes allé vous faire initier, vous voulez rentrer en Europe, maintenant vous vous retrouvez des problèmes. D'autres gens, on a suivi des cas où quelqu'un part se faire initier, on lui donne un totem, et dès qu'il rentre, on tue ce totem, et la personne meurt. Donc il faut faire très attention, il faut prendre le temps d'avoir une certaine maturité avant d'aller vous faire initier dans vos villages. Parce qu'il faut noter que ce que vous ferez dans vos villages, c'est lié directement à votre sens. Ça vous touche en profondeur. Donc si c'est bon, ça sera très très bon. Si c'est mauvais, ça sera très très mauvais. Alors que vous êtes allé vous faire initier ailleurs, si c'est bon, ça sera bon. Si c'est mauvais, ça sera mauvais. Pas très très mauvais. Donc quand vous touchez à votre racine, à ce qui vient de votre village, il faudrait que vous soyez sûr que c'est ce dont vous avez besoin. Sinon, vous allez regretter. Ça sera la pire des erreurs de votre vie. Alors, le rêve de pénis, quelqu'un m'a posé encore la question concernant le rêve de pénis. J'ai dit j'allais vous en reparler, mais le temps a fait défaut, mais je reviens là-dessus. Alors, rêver de pénis, plus le pénis est épais et costaud dans le rêve, plus ça symbolise la force spirituelle, hein, ça symbolise la force de l'énergie sexuelle, ça symbolise aussi la force de rayonnement. Donc, si vous êtes en train d'engager un projet, vous réfléchissez, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher? Et après, vous voyez un pénis en forte réaction, vous voyez plutôt en forte réaction, ça veut dire que ce que vous faites, c'est un bon projet. Voir un pénis qui est flex, qui est en mauvaise petit, faible et tout ça, fragile, ça symbolise le fait que c'est un manque de testostérone, un manque de rayonnement, ça veut dire que le projet n'est pas viable, tout simplement. Alors, une autre question, qu'est-ce que vous pensez des sacrements de décès chez les prêtres et les églises? Allez faire, vous avez un membre de votre famille qui décède, allez enterrer la personne faisant des rituels, allez faire des rituels d'église sacrément, l'appeler le prêtre, on va verser l'eau bénie, tout ça, c'est la pire des choses à faire. Il est mieux qu'un mort, on va creuser la terre, on le met là et on ferme, c'est tout. Là, il aura plus de possibilités, plus de facilité de mieux se restaurer, de mieux retourner dans le monde spirituel. Il va retourner aisément et il va perdre moins d'énergie. Mais si vous avez pris la personne, déjà on l'a mis dans la morgue, des formules, on a fait des messes
sur elle, sur cette personne-là, c'est compliqué parce qu'on va le connecter à des égrégores, on va appeler des esprits qu'il ne connaît pas pour les lier à ces esprits-là, pour qu'on l'accompagne soi-disant d'un paradis qui n'existe pas et la personne sera vraiment embrouillée après sa mort. Donc il est mieux que les choses se passent naturellement, que ce soit plutôt les ancêtres de la personne qui viennent le chercher pour l'accompagner où il doit aller. Voilà. La dernière question, la différence entre Kamit et Bantou. Bantou déjà, c'est... Je veux dire que c'est une région, c'est une tribu, hein, les Bantous, les Bantouides, les semi-Bantous. Bantou, c'est les Ekans et tout. Bref, Bantou, je veux dire que c'est une tribu, tout simplement. Et c'est pas forcé que ce soit Kamit. Hein. Africain, ça ne veut pas dire Kamit. Comme je l'ai dit, Kamit, c'est un état d'esprit. Kamit, c'est... un Kamit, c'est quelqu'un qui est dans la voie initiatique, Mati, qui est dans un esprit de recherche, de développement, dans le but de l'amélioration de la société, dans le but de s'améliorer d'abord et améliorer la société. Voilà, c'est ça le Kamit en fait. C'est pas forcément parce que vous êtes Bantou ou vous êtes quoi que ce soit quand on va dire que vous êtes Kamit, non. Parce que vous pouvez être Bantou, mais vous êtes dans une spiritualité chrétienne, vous êtes Bantou, vous êtes dans l'islam, vous êtes dans votre tradition africaine, entre guillemets, mais qui n'est pas forcément Kamit. Parce que c'est pas toutes les traditions africaines qu'on va taxer de Kamit, parce que voilà, il y a les traditions africaines qui ont été mélangées, ajoutées et tout ça. Et il y en a aussi qui ne sont pas du tout matiques. On va pas les taxer de Kamit. C'est comme par exemple, vous êtes dans un village, chaque semaine il faut égorger des chèvres pour les divinités, des esprits. On ne pourra pas dire que c'est Kamit. Hein? On ne pourra pas dire que c'est Kamit. Parce que ça n'entre plus dans le programme de l'heure actuelle. Il faut passer à autre chose. Donc si vous êtes resté en arrière, ça veut dire que vous n'êtes pas dans l'esprit d'évolution. Donc vous n'êtes pas Kamit. Or le Kamit est dans l'esprit d'évolution. Je pense que j'ai répondu à vos questions. À très bientôt chez Kamit et au TEP. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez des renseignements par rapport à l'école, allez dans le site www.kamit avec K et S à la fin. Et si vous êtes intéressé par le livre libre, un livre assez pratique qui est carrément une formation initiatique qui vous donne des clés pour pouvoir sortir des ténèbres, pour pouvoir vous libérer des chaînes de la sorcellerie, des chaînes de la magie et toute autre forme d'exploitation spirituelle qui vous empêche de pouvoir avoir le contrôle sur votre vie. Au TEP et bon week-end.